Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde! Je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et votre animatrice pour le balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon sur l'épilepsie en pédiatrie et ça va se diviser en deux parties, donc 2 épisodes, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, je suis contente d'accueillir aujourd'hui Dr Philippe Major et Marianne Boulay. Donc, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle. Je te laisse te présenter. Ben, c'est ça. Fait que moi, c'est Marianne Boulay, pharmacienne à Sainte-Justine depuis 2018 en pédiatrie générale. Et je suis aussi la pharmacienne répondante là, pour l'équipe de neurologie. Donc, je travaille avec eux là, sur quelques projets. Excellent, merci. Puis moi, je suis Philippe Major, je suis neurologue pédiatrique. Ça fait plus qu'une quinzaine d'années que je travaille à Sainte-Justine. Puis je m'occupe en particulier des enfants qui ont de l'épilepsie. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Bien, merci à vous d'être là et de prendre le temps de venir en jaser avec moi. Donc, pour mettre la table, Philippe, on pourrait définir l'épilepsie là, un peu, c'est quoi là, exactement? Oui, donc l'épilepsie, c'est une maladie qui n'est pas si rare que ça, en fait, en pédiatrie. Après, disons, la migraine, c'est probablement une des maladies neurologiques les plus fréquentes. Ça touche, en fait, l'épilepsie, surtout les enfants, puis à l'autre extrême de la vie, les personnes plus âgées. Ça touche, en fait, 0,4 à 1 de la population. Donc, c'est Quand même. assez fréquent. Et c'est une maladie qui a plusieurs formes et plusieurs sévérités. Il y a des formes qui sont très légères, qui ont relativement peu d'impact, et d'autres qui ont des forts impacts chez les patients. Tout dépend un peu de la cause aussi. Donc, en fait, c'est une maladie qui est définie cliniquement de manière très simple. C'est la survenue d'au moins 2 convulsions non provoquées qui nous permettent de poser le diagnostic. Tout est important là-dedans. Donc, après une crise, on n'est pas considéré, donc après une convulsion, on n'est pas considéré comme étant épileptique. Après une crise, le risque d'en refaire une deuxième est autour de 30-40 OK. Mais c'est quand on en a une deuxième que là, on pose le diagnostic d'épilepsie, puis que le risque d'en faire une troisième augmente à peu près à 70 La plupart du temps, on va suggérer un traitement après, mais pas nécessairement. Il y a des petites exceptions à tout ça. Puis non provoqué. Pourquoi non provoqué? Oui, c'est C'est ce que parce j'allais que, te demander. évidemment, la plupart d'entre vous connaissez les convulsions fébriles. Donc, c'est une cause fréquente de crise provoquée. Donc, quand on fait des convulsions fébriles, on n'est pas épileptique. C'est provoqué par quelque chose. D'autres exemples, il y en a plusieurs en fait. C'est, par exemple, tu as un trauma crânien, tu es un joueur de hockey, se fait plaquer, commotion cérébrale, peut convulser sur la glace et c'est une convulsion provoquée, c'est pas de l'épilepsie. Dans les mois subséquents, il peut développer des crises non provoquées, puis là, il devient considéré comme ayant de l'épilepsie. D'autres exemples, spasme du sanglot. Pour ceux qui ont des jeunes enfants, en tout cas, c'est 5 de la population ou 5 à 10 des enfants qui vont pleurer, arrêter de respirer, peuvent tomber d'un pomme, puis il y en a qui convulsent avec ça. Donc, ça crée de l'anxiété pas mal. C'est pas de l'épilepsie non plus. Puis il y a donc soit des patients, par exemple, qui ont un trouble électrolytique, sodium, etc., peuvent convulser, mais ça aussi, c'est provoqué. Donc, c'est très important, OK. comme clinicien, de faire la différence entre une crise provoquée ou non provoquée. J'imagine que ça doit être impressionnant pour le parent quand même. Quand il ne sait pas, ça doit faire vraiment peur. Oui, Juste ça de fait voir son peur. enfant convulser comme ça. C'est certain Ouais. que parmi les maladies qu'on peut voir, c'est une qui peut être parfois ben, spectaculaire, on va dire, ou impressionnante. Puis la première fois qu'on voit notre enfant convulser, il y a beaucoup de parents qui nous disent ben, j'avais l'impression qu'il allait mourir, Mhm. j'ai perdu la notion du temps et tout ça. Fait que notre rôle, c'est de rassurer les parents. Il faut dire que, bon, c'est quoi une convulsion? On peut dire qu'est-ce que c'est une convulsion, mais disons, physiologiquement, c'est comme un groupe de neurones qui déchargent leur électricité de manière disons, synchrone et ça peut faire perdre conscience, ça peut faire des mouvements répétés, etc., etc. Notre cerveau, évidemment, il fonctionne avec l'électricité, on en a besoin pour réfléchir, parler, bouger, mais quand tous les neurones, disons, déchargent en même temps, ça fait une convulsion. En tant que tel, c'est pas. Si on a une convulsion courte, c'est pas
tant dangereux, en fait, pour le cerveau. Hein. Même si c'est très impressionnant, c'est pas si dangereux. La personne peut convulser. Mettons, on fait une convulsion, 1 ou 2 minutes, il va récupérer, il va être, en fait, ça va cesser, il va être fatigué. C'est la phase post-ictale, peut être confuse, avoir besoin de dormir, etc. Se réveiller, puis bon, la vie continue après. Ce qui peut être dangereux, c'est, disons, je me promène dans la rue, je fais ma convulsion au milieu de la rue, puis bon, je suis en train je suis dans mon bain, je convulse, et ça, c'est très, très dangereux, évidemment. Je peux me noyer. Euh, ou sinon, des convulsions qui durent très longtemps. On ne va pas s'attarder sur le status épilepticus, mais ou l'état de mal épileptique, qu'on devrait dire en français, c'est 30 minutes de crise continue. Ça, potentiellement, ça peut avoir un impact direct sur le cerveau parce que les mécanismes compensatoires, hémodynamiques, etc., sont un peu dépassés quand la crise dure trop longtemps. OK, Voilà. je comprends bien. Puis dans le fond, comment tu diagnostiques l'épilepsie? Donc là, il y a eu, à l'histoire, il y a eu plus de 2 convulsions non provoquées. Juste de façon générale, quels examens tu fais passer à Ouais. l'enfant? Donc, le diagnostic, il repose sur la clinique. Donc, OK. est-ce que oui ou non, la personne a fait au moins 2 crises non provoquées? Vous allez voir qu'on demande des électroencéphalogrammes. Donc, c'est un test c'est un vieux test, là, que ça fait plus que 100 ans qu'on l'utilise. On enregistre l'activité électrique du cerveau, puis la majorité du temps, on voit des anomalies à l'EEG, des petites pointes, tout ça. Mais c'est pas nécessaire parce que c'est pas un test parfaitement sensible ou spécifique. C'est pas nécessaire d'avoir les pointes pour poser le diagnostic, mais ça vient, 2 choses, ça vient supporter notre impression clinique. On se dit, oui, oui, c'est ce que le parent nous a dit ou maintenant ce que le parent nous a montré sur les vidéos, sur le téléphone, c'est fort probable que ce soit des crises. Puis en plus, ça nous permet, pour des épilepsies focales, parce qu'on pourrait revenir sur les types d'épilepsie, mais les épilepsies où il y a un foyer spécifique, de pouvoir être plus précis en disant, oui, ça a l'air de partir de lobe temporal gauche ou lobe temporal droit, puis ça nous permet des fois de corroborer notre impression clinique. OK. Parce que ce que je n'ai pas nécessairement dit, c'est que les crises focales, en fait, c'est très important de prendre une bonne histoire parce que si la crise commence, par exemple, par une aphasie, après ça progresse vers des symptômes moteurs, ben là, on se dit, ben, OK, l'aphasie, c'est où? Non? Ah oui, c'est le lobe dominant, c'est à gauche, à telle place. Puis quand on fait le EEG, puis qu'on a des pointes à l'endroit où on avait notre hypothèse, ça vient nous conforter dans notre diagnostic. Parce que c'est certain que si on pose pas le bon diagnostic, comme dans tout, on a beau donner les meilleurs médicaments, ça va pas marcher. C'est ça, c'est OK? important de bien caractériser l'épilepsie. Exactement. D'ailleurs, est-ce que tu voudrais nous parler juste en quelques phrases des grands types d'épilepsie? Oui. Donc, ben, le clinicien, lui, quand il questionne un patient ou la famille, il veut savoir, la première question, est-ce que c'est généralisé ou focal? Ça va déterminer autant l'investigation que le traitement. Donc, classiquement, des crises généralisées, ben, un bon exemple qu'on a, c'est les absences. Hein, les absences de l'enfance, c'est le type d'épilepsie le plus commun. C'est un enfant qui peut en faire même parfois des dizaines, des centaines par jour pendant 5 à 10 Des secondes. centaines? Ça peut arriver, oui, malheureusement. Puis des fois, on les sous-estime même quand les parents ont tendance à le sous-estimer, mais c'est pendant 5 à 10 secondes, en moyenne, l'enfant va juste figer. Puis là, tout à coup, il reprend, comme si ce temps-là n'avait jamais existé. Alors, c'est pas en tant que tel dangereux, mais encore une fois, ça peut être associé avec des blessures. Mettons, tu es en train de courir, tu fais une absence. Il y en a tu peux un peu continuer à courir, mais tu peux aussi t'enfarger, puis tu peux tomber, puis etc. Donc, ça, c'est un type d'épilepsie généralisée ou des crises d'emblée généralisées. Donc, la fameuse crise dont la plus connue qu'on voit, en fait, des fois dans les films, mais toujours mauvais. Les acteurs ne sont pas très bons. Dans le fond, c'est souvent les crises tonico-cloniques généralisées. Vous voyez ça dans les dossiers. C'est une phase tonique. On devient raide, raide, raide pendant quelques secondes. Des fois, il y a un cri associé. Puis ensuite, il y a des mouvements cloniques, donc répétitifs. Des fois, on peut perdre les urines, on peut se mordre la langue, etc., etc. Fait que ça, c'est convulsion généralisée, épilepsie généralisée. La deuxième catégorie, c'est les crises focales. Ça vient dans quelque part. Donc là, on recherche une asymétrie au questionnaire ou quand l'enfant convulse. Par exemple, s'ils nous disent, ben, ça a commencé à la main gauche, mouvement clonique, ça a progressé, l'épaule, le visage, puis après ça, le patient a perdu conscience, puis après ça, ça s'est généralisé de manière secondaire. Donc, c'est une crise focale, motrice, évoluant vers une crise bilatérale tonico-clonique. Donc,
C'est important parce que quand on diagnostique des absences, ben, on le sait que ça ne donne rien de faire une imagerie comme un scan ou une résonance magnétique. On ne trouve rien, en fait. C'est normal. À plus forte raison quand l'EEG nous montre vraiment la signature des absences. Tandis que quand on a des indices d'épilepsie focale, ben là, il faut faire une imagerie. Idéalement, une résonance magnétique pour éliminer une lésion qui pourrait causer l'épilepsie. Super, c'est super bien résumé, merci beaucoup. Merci. Puis, qu'est-ce que tu dis aux familles, justement, quand là, tu viens de poser le diagnostic, puis là, tu leur annonces, en gros, comment ça va changer leur vie à la famille et à l'enfant? Mhm. Donc, un message qui est important, c'est que on tient à ce que la vie de la personne qui a de l'épilepsie continue puis soit la plus normale possible. Donc, ça n'empêche pas d'aller à l'école, d'avoir des amis, de faire du sport, de réaliser ses rêves. Ça, c'est le message numéro un. Mais il y a quelques petites choses qu'il faut éviter. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. On se baigne jamais tout seul, on prend jamais le bain tout seul. Ça, évidemment, c'est assez logique, là. On prend pas de risque excessif, là. Ça, c'est pas obligé d'aller faire du parachute. Tu peux y aller en duo, mais en tout cas, il y a toujours des questions. Si j'ai-tu le droit de faire ça? C'est une question de gestion de risque puis de jugement, ultimement. Mais sinon, tu peux faire pas mal toutes les activités que tu dois faire. La conduite auto est souvent un enjeu. On peut conduire quand on fait de l'épilepsie. La loi, ça va être différent selon les provinces, mais au Québec, on veut au moins 6 mois sans crise, une prise régulière de médicaments, puis être suivi par un médecin. C'est ça la loi. Fait que c'est un incitatif pour certains de nos patients, par exemple, qui ont un petit problème de compliance. Souvent, c'est l'argument le plus puissant de dire, écoute, prends tes médicaments, là, sinon tu ne pourras pas Tu vas pouvoir conduire. aller faire Et là, ton road trip. exactement. Fait que ça, c'est très, très efficace comme. Donc, donc c'est ça. Prendre les médicaments de manière régulière, la conduite auto. Pour les métiers futurs, il y a certains métiers qu'on ne peut pas faire, là. On s'entend que pilote d'avion, c'est pas quelque chose qui pourrait, même si ton épilepsie est bien contrôlée, on comprend, là, mais il y a beaucoup d'autres métiers disponibles pour les personnes qui font de l'épilepsie, selon les intérêts, selon les capacités de chaque OK, personne. je comprends bien. Ouais. Puis, tu sais, là, il y a un mythe ou préjugé qui revient vraiment souvent à mes oreilles. C'est Ah, est-ce que mon enfant peut aller voir tel film au cinéma, là? Ouais. Puis là, il y a le message d'alerte au Ouais. début, là. Si vous faites de l'épilepsie, nous suggérons de vous assurer que vous pouvez le regarder. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, ben, je vois très bien. C'est une question qu'on se fait poser évidemment très souvent. En fait, l'épilepsie, dans certaines situations, peut être photosensible. Donc, justement, surtout dans les types d'épilepsie généralisée, on peut le voir, nous, quand on fait l'électroencéphalogramme, parce que nos technologues vont faire 2 tests, incluant la stimulation lumineuse intermittente, qui est le stroboscope, finalement. OK. Et puis, on le teste à différentes fréquences. Puis c'est une minorité de nos patients qui sont photosensibles. On dit même à peu près 5-10% seulement. Alors, si tu n'es pas photosensible, puis c'est jamais arrivé que tu as de crise avec la lumière stroboscopique, à ce moment-là, ben, vas-y au cinéma, OK, profite de je la vie, comprends. amuse-toi, va dans des OK, fait que parties, ça etc. existe, mais c'est rare. Ça existe, mais OK. c'est rare. Puis c'est pas juste au cinéma. En fait, ces patients-là, c'est pas évident, mais tu sais, ça peut être, par exemple, à Noël, le sapin qui scintille. Ça peut être en voiture, tu as une rangée d'arbres, là, puis le soleil, il part. Bon, il y a plusieurs situations. Fait que pour eux, en fait, c'est limitant dans leur vie, mais il faut savoir que c'est vraiment pas la majorité, heureusement. Super, merci beaucoup. C'est très bien résumé. Maintenant, on va faire le pont vers les traitements. On a 4 grandes catégories. Notamment, on a les médicaments qui sont une grosse catégorie. Une autre catégorie aussi, on a la diète cétogène et autres diètes qu'on va parler dans la partie 2. Et on a également la chirurgie et des options de neuromodulation qu'on va parler également dans la deuxième partie. Donc, Marianne, dans nos médicaments, on a nos fameux anticonvulsivants, que maintenant, je crois qu'on peut dire aussi les médicaments anti-crise, les MAC. Mais pour l'épisode, vu qu'on est habitué dans le jargon, on va continuer avec le terme anticonvulsivant. On va pas aussi parler des traitements d'urgence périhospitaliers en cas d'urgence parce qu'on manque de temps. Puis je pense qu'il faudrait faire une série complète en neurologie pour pouvoir aborder tout ce qu'on veut. Donc, Marianne, ça serait quoi un médicament anti-crise parfait?
Fait qu'un médicament anticonvulsivant qui serait idéal, c'est un médicament qui est de 1 efficace, qui est pris le moins souvent possible dans une journée, qui a à peu près pas d'interaction médicamenteuse et qui est très bien toléré, qui n'aurait pas d'effet secondaire. Fait que ça serait dans un monde idéal, là, notre anticonvulsivant de choix. C'est sûr qu'après, les traitements ont toutes leurs propres petites particularités et c'est ça qui fait que en épilepsie, on va beaucoup guider notre choix thérapeutique en fonction de différentes conditions. Autant par rapport plus au patient, donc selon son type d'épilepsie ou de syndrome épilepsie, son âge, son sexe et ses comorbidités, mais aussi notre choix va être guidé par nos choix thérapeutiques, nos médicaments comme tels, selon justement la posologie, donc le nombre de fois par jour qu'on peut le donner, son profil d'effets secondaires et les interactions médicamenteuses. Puis est-ce qu'il y en a comme un plus efficace qu'un autre? Non, Non? justement, nos antiepileptiques vont, en général, nos anticonvulsivants, être d'efficacité relativement comparable. Donc, c'est pour ça que le choix de traitement va vraiment dépendre de ces OK. Fait caractéristiques. qu'on individualise le traitement. Exactement, selon notre patient. Super. Puis dans le fond, on va pas plonger directement dans les doses précises parce que ce serait trop de données dans notre épisode. Fait qu'on va vous référer aux banques de données. En fait, un essai thérapeutique pour un médicament, justement, c'est quoi la durée? Je sais pas, Philippe, si tu Oui, pourrais nous en ben, parler. c'est une excellente question. Évidemment, on ne veut pas brûler toutes nos cartouches en une semaine. En général, ce qu'on dit quand on pose un diagnostic d'épilepsie puis qu'on commence un médicament, on veut se donner 4 à 7 jours avant d'augmenter la dose. Donc, comme dans la plupart des cas, on commence à la plus petite dose considérée efficace selon le poids, en milligrammes par kilo. Et puis après ça, on peut augmenter progressivement jusqu'à dose maximale selon le poids ou selon la concentration sérique, si on peut mesurer le médicament, ou selon la tolérance du patient. Si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si l'enfant continue à faire des crises, ben là, on peut changer pour une autre monothérapie. Mais ça dépend aussi de la fréquence des crises. Si notre patient fait une crise au mois, disons, ben, ça va nous prendre plusieurs mois avant de se rendre à une dose maximale. Mais s'il convulse 3 fois par semaine, ça se peut qu'on fasse un changement un peu plus rapidement. Donc, c'est très variable en fonction des patients. OK, je comprends bien. Merci. Fait que vous pouvez nous parler de une des molécules les plus prescrites en épilepsie? Ouais, le lévétiracétam. Donc, c'est ça, on ne pourra pas malheureusement parler de tous les agents, mais on essaie d'en cibler quelques-uns qu'on voit peut-être plus souvent là, en pratique en pédiatrie. Le lévétiracétam, c'est un très bon exemple. C'est un traitement anticonvulsivant qu'on utilise souvent parce qu'il est utilisé dans différents types d'épilepsie. Donc, on peut l'utiliser autant en monothérapie qu'en traitement adjuvant et on peut autant l'utiliser dans les épilepsies focales et dans les épilepsies généralisées. C'est un médicament qui est intéressant aussi parce qu'il est pris seulement 2 fois par jour, donc c'est plus facile peut-être dans une vie au quotidien de donner une dose le matin et une dose le soir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une formulation en solution orale commerciale là, relativement récemment, là, depuis quelques années maintenant, qui est disponible. Donc, c'est facile à administrer là, pour les jeunes enfants. C'est aussi un médicament qui est non métabolisé par nos fameux cytochromes là, P450, là, qui sont des enzymes hépatiques qui sont responsables du métabolisme, de la dégradation de nos médicaments dans le corps. Donc, c'est un médicament qui a moins d'interactions médicamenteuses que d'autres options de traitement. À date, c'est très intéressant comme médicament. Mhm. Il y a beaucoup d'effets secondaires associés. Fait que la plupart des anticonvulsivants vont avoir un profil d'effet secondaire en début de traitement qui est similaire, avec souvent des cas rapportés de somnolence, d'étourdissement, qui sont généralement bien tolérés, qui disparaissent avec le temps. Ce qui est particulier avec le lévétiracétam qu'on voit en pédiatrie, c'est beaucoup des changements de comportement. Fait que c'est des enfants qui peuvent devenir plus agités, plus irritables, avec plus de troubles de comportement, là. C'est ce qui nous est rapporté puis qui est bien décrit aussi dans la littérature. Pour ça, on peut envisager de donner aussi de la pyridoxine, de la vitamine B6, aux enfants qui présentent cet effet secondaire-là. C'est pas quelque chose qui est établi par beaucoup d'études. Il y a quand même quelques études qui ont été étudiées pour voir l'efficacité là, de la pyridoxine pour diminuer cet effet secondaire-là. Et qui, la majorité tendent à démontrer une certaine efficacité. Et c'est sûr que dans notre ratio de risque-bénéfice, c'est une vitamine B qui a à peu près pas d'effet secondaire. Ben, en pratique, on se permet de l'essayer pour voir si ça peut pas aider notre patient, surtout si le lévétiracétam l'aide à bien contrôler ses convulsions. OK, je comprends bien. Fait que, on a la pyridoxine, une vitamine qui pourrait venir aider à compenser ces effets secondaires. OK, Exactement. parfait. Puis permettre de garder notre traitement là, s'il est efficace. Super.
Si on passe à notre médicament suivant, la carbamazépine, peux-tu nous en parler? Oui, certainement. Fait que la carbamazépine, c'est un autre anticonvulsivant qu'on voit relativement souvent parce que lui aussi, il peut être utilisé dans différents types d'épilepsie, autant généralisée là, que focale. C'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il peut exacerber certains types d'épilepsie, là, d'où l'importance de bien poser notre diagnostic, notamment là, dans les épilepsies, le plus d'absence et de myoclonie, il faut faire attention. La carbamazépine, elle peut être prise de 2 à 4 fois par jour, tout dépendamment de la forme pharmaceutique qu'on va utiliser, parce qu'il y a des comprimés réguliers à libération immédiate, puis il y en a d'autres à libération plus prolongée, là, ce qui peut nous aider à réduire le nombre de prises. Mais ce qui est intéressant aussi de la carbamazépine, par contre, c'est qu'elle est disponible en comprimé croquable et en solution orale aussi. Donc, ça nous donne un peu plus d'options là, de formes pharmaceutiques là, pour les enfants. Ce qui est à retenir aussi avec la carbamazépine, par contre, c'est son profil d'interaction, parce que c'est un inducteur puissant de différents nostochromes, notamment le 3A4 et le 2B6. Donc, ça peut présenter quand même beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, ça à prendre en compte chez un patient qui prend d'autres médicaments. Ouais, puis je pense aussi qu'il s'auto-induit, donc au fil des semaines, il va s'auto-éliminer plus aussi de lui-même. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est à prendre en compte là, dans l'augmentation de nos doses de carbamazépine puis dans son efficacité. Je Ouais. comprends. Dans son profil d'effets secondaires, ben, il va avoir un peu le même profil similaire des autres médicaments, là, comme j'ai parlé tantôt. Ce qui est particulier de la carbamazépine et qui est très rare comme effet secondaire, c'est des réactions cutanées qui peuvent être très sévères. Donc, on parle entre autres là, du syndrome de Stevens-Johnson et de la nécrolyse épidermique toxique, qui sont rares, mais qui sont importants de mentionner, par exemple, aux familles là, pour qu'ils soient très attentifs si jamais ça survient. Ce qui est intéressant aussi, c'est le profil pharmacogénomique de la carbamazépine qui est intéressant parce qu'il y a un certain gène qui était associé, là, le HLA-B1502, dont les patients qui sont porteurs de ce gène-là semblent plus à risque à développer ces réactions cutanées-là graves. Ce gène-là, il est plutôt présent dans les populations asiatiques. Ouf, une chance que je suis pas épileptique. Il y aurait d'autres options. Non, il y aurait d'autres options. Exactement. C'est pas ça qui manque. Fait que c'est intéressant à savoir. C'est pas un dépistage génétique qui est facile et accessible présentement au Québec. OK. Ce qui serait super intéressant parce que dans la littérature, là, on voit que justement les patients qui ont ce gène-là sont plus à risque de faire la réaction. Donc, justement, présentement, quand on n'a pas accès à ce génotypage-là, ben souvent, on va y aller vers d'autres alternatives de traitement. Donc, c'est à garder en tête. OK. Puis est-ce que, tu sais, c'est quand même un vieux médicament, est-ce que c'est vraiment une première ligne de traitement, tout comme les autres, ou c'est plus en deuxième ligne si un autre fonctionne moins? Bien, ça peut être utilisé autant en monothérapie qu'en traitement adjuvant ou en OK. deuxième ligne. Parfait. Sinon, un autre qu'on voit beaucoup, l'acide valproïque. Oui, exact. Donc, l'acide valproïque, lui aussi, il est utilisé dans les différents types d'épilepsie focale et généralisée. Lui, il est plutôt pris 2 à 3 fois par jour. Et au niveau des formulations qui sont disponibles, on a des capsules qu'on utilise peut-être un petit peu moins en pédiatrie là, parce que on ne peut pas les couper, les écraser. Là, c'est vraiment des petites gélules solides. Mais on a quand même une solution orale commerciale et les comprimés le longue action de Divalproex qui sont disponibles au Canada. Au niveau des interactions, fait que l'acide valproïque a quand même quelques interactions, plusieurs interactions, mais qui ne passent pas par nos fameux cytochromes. Là, ça va être plutôt par un autre mécanisme de glucoronidation puis de bêta-oxydation. Ce n'est pas tout à fait le même mécanisme, mais à noter qu'il a quand même plusieurs interactions. Au niveau de son profil d'effet indésirable, ce qu'on va voir là aussi beaucoup avec celui-là qui est particulier, c'est l'augmentation de l'appétit et de la prise de poids. Je vais le noter avec l'acide valproïque. Puis d'autres choses qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent, c'est des thrombocytopénies. Donc, quand on fait des prises de sang, là, on voit un taux de plaquettes qui est diminué. On va le voir un peu plus souvent en milieu hospitalier, là, quand les patients viennent pour autre chose, puis ça va être souvent des patients qui vont avoir pris l'acide valproïque longtemps à des doses plus élevées, qu'on va pouvoir dénoter ça. C'est aussi un médicament qui a un profil de tératogénicité. Fait que c'est un médicament qui ne sera peut-être pas notre premier choix de traitement chez nos patientes, par exemple, adolescentes de sexe féminin. Et finalement, un effet secondaire qui est encore une fois rare, mais important de mentionner, c'est l'hépatotoxicité qui est rapportée avec l'acide valproïque. C'est quelque chose qui va, dans les différentes références, être mentionné d'éviter d'utiliser ce choix-là chez nos enfants de moins de 2 ans. En fait, parce que dans les données, dans la littérature, là, ça semblait être quelque chose, un effet secondaire rare, mais qui survenait beaucoup chez les jeunes enfants, même en bas de 6 ans.
euh, et qui pourrait être plus à risque aussi chez les patients qui ont des maladies mitochondriales concomitantes. Des fois, il peut y avoir certains syndromes génétiques qui viennent justement avec des maladies mitochondriales et une certaine forme d'épilepsie. Fait que c'est juste à prendre en compte aussi là, quand on a notre diagnostic clair. Là, ça pourrait être un agent qu'on voudrait éviter OK. là, chez ces patients-là. De toute façon, cette toxicité au foie-là, on la suit avec des prises de sang. Exactement. Quand on C'est est quelque chose capable qu'on de peut suivre. voir si ça s'installe ou quoi que ce soit. OK, Exactement. c'est bon. Exactement. Je passerai maintenant au vigabatrin. Ouais. Le vigabatrin, c'est un médicament peut-être qu'on ne voit pas si souvent que ça, mais qu'on voulait parler parce que ben, on le voit quand même en pédiatrie. C'est un médicament là, vraiment de choix pour nos spasmes infantiles qu'on va utiliser vraiment pour cette indication-là, qui est intéressant parce qu'il est donné 2 fois par jour. Dans ces formulations, c'est des comprimés ou des sachets. En fait, en pédiatrie, on va utiliser beaucoup les sachets. On va prendre un sachet qu'on va diluer dans un certain volume d'eau. Puis après, ça va nous permettre quand même d'individualiser notre dose. Parce qu'après, si je dilue 500 mg dans 10 ml d'eau, mais après, avec un petit calcul de règle de 3, ben, je peux aller choisir un peu la dose que je veux par rapport à ça. Fait que ça nous permet quand même d'avoir des doses selon le poids du patient. C'est super bien de pouvoir adapter la dose. Puis je t'interromps Oui. ici. C'est quoi exactement un spasme infantile? C'est un type particulier d'épilepsie qui arrive chez le bébé, habituellement entre l'âge de, mettons, 3 et 8 mois. Et classiquement, c'est des enfants qui, comme surtout dans les périodes de somnolence, mettons au réveil, commencent à faire des sursauts, souvent plus en flexion, parfois en extension. Ils peuvent en faire en série sur des périodes de 5 à 10 minutes. Puis en même temps, l'enfant devient un peu irritable. Des fois, il peut régresser au niveau des acquis qu'il a fait. Et c'est important de savoir ce que c'est pour pouvoir le reconnaître. C'est pas des reflux, c'est pas des coliques, c'est un type d'épilepsie qui est vraiment particulier, qui fait, c'est des crises complètement différentes des crises, disons, plus classiques ou traditionnelles. Et c'est pour nous, c'est comme une urgence là, relative. C'est pas une affaire qui doit être vue dans la minute, là, mais tu sais, disons, dans le jour même ou le jour d'après, on les voit en clinique, on fait un électroencéphalogramme. Dans la grande majorité des cas, on voit une signature spécifique à l'EEG et ça nous permet de confirmer notre impression clinique, puis on commence rapidement le vigabatrin, qui est notre premier choix. OK. Il y a d'autres médicaments si ça ne fonctionne pas, mais ça peut-être pas dans le cadre de ce podcast. Mais voilà, c'est ça, OK. les spasmes Puis ça, est-ce que c'est épileptiques. comme dans la catégorie des épilepsies généralisées? Ou c'est... Il n'y a pas de grosse... Il ne Ben, fit pas exactement dans une? ouais, ben, c'est parce que tu as des spasmes où tu vois, c'est généralisé à l'EEG, d'autres tu as des hémispasmes, où tu as une variation sur un thème. Les causes sont variables, en OK. fait. C'est tout ce qui touche le cerveau de près ou de loin. Ça peut être un enfant qui a fait une anoxie, ça peut être un enfant qui a une sclérose tubéreuse, ça peut être X, Y, Z. Des fois, certains patients, on n'a pas de cause spécifique, ce qui est pas une mauvaise nouvelle nécessairement, parce que des fois, le pronostic peut être meilleur dans cette sous-catégorie d'enfants-là. Mais ouais, voilà, OK. c'est important de le reconnaître. Puis merci d'avoir C'est posé bon. la Ben, question. merci. C'est vraiment la parenthèse, Ouais. mais c'était très bien, merci. Donc, il y a plusieurs formulations pour le vigabatrin, ligne numéro 1 pour les spasmes infantiles. Est-ce que c'est bien toléré, ces médicaments-là? Exactement. Fait que c'est un médicament qui est intéressant puisqu'il est bien toléré, en général, avec un peu le même profil à court terme que nos autres agents. Son effet secondaire peut être un peu plus particulier, là, qui est encore une fois rare, mais c'est des troubles ophtalmiques de différentes natures là, qui sont rapportés dans la littérature, qui semblent beaucoup associés à la durée de traitement. Donc, plus le médicament il est pris longtemps, plus c'est un effet secondaire qui semblait là, se manifester dans les données. Puis c'est un effet secondaire qui pourrait ne pas être réversible à l'arrêt du médicament. Dans la monographie là, du produit, là, il y a vraiment comme un suivi ophtalmique clair de rapporter, mais qui peut être parfois difficile à faire en pédiatrie. Fait que c'est pour ça que souvent, on va essayer d'utiliser la plus petite dose possible et la plus courte durée de traitement là, pour éviter ce risque de toxicité là, au niveau des yeux. OK, je comprends bien, merci. Puis, on va terminer avec un dernier médicament, parce qu'on n'aura pas le temps de tous les passer. Donc, ce serait le lacosamide. Ouais. Fait que le lacosamide aussi, c'est un médicament qu'on utilise de plus en plus, puis qui est peut-être encore un peu méconnu. C'est un médicament qui, selon les monographies, peut être utilisé autant en monothérapie qu'en traitement adjuvant pour des crises focales et plutôt en traitement adjuvant dans les crises généralisées là, phénicocloniques.
À noter par contre qu'au Québec, c'est pas un médicament qui est sur la liste RAMQ. En fait, c'est un médicament d'exception qui est indiqué vraiment plus dans les cas d'épilepsie réfractaire, là. Donc, c'est en traitement d'appoint là, d'épilepsie focale lorsqu'il y a 2 autres médicaments là, qui ont été utilisés à la bonne dose OK. pendant une durée. C'est son OK. statut de médicament d'exception. Il Comprends. faut que le patient ait essayé 2 autres agents avant là, pour envisager là, le début de la cosamide. C'est un médicament qui se donne 2 fois par jour et qui est disponible seulement en comprimé. Par contre, les comprimés peuvent s'écraser, peuvent se couper. Là, l'emballage du comprimé sert vraiment à cacher le mauvais goût. Donc, ça goûte peut-être pas très bon, mais c'est possible. C'est un médicament aussi qui a un peu moins d'interaction là, parce qu'il n'induit pas ou n'inhibe pas aucun cytochrome. Puis c'est un médicament qui est aussi en général bien toléré avec le même profil d'effets secondaires à court terme là, de digestif et somnolence. Un effet secondaire propre à la lacosamide, qui est encore une fois rare, c'est plus des arythmies qui sont répertoriées dans la littérature, différents types d'arythmies possibles avec le lacosamide. Ça demeure un effet secondaire qui est rare et qui semble associé aussi avec d'autres facteurs de risque. Fait que chez des patients qui vont avoir d'autres comorbidités, d'autres problèmes de santé cardiaque, d'autres médicaments qui augmentent le risque d'arythmie, et ça semble aussi être dose dépendant. Donc, plus on augmente la dose, plus on augmente notre risque. Donc, en pratique, on va avoir besoin de faire des ECG vraiment au besoin si notre patient présente certains facteurs de risque et c'est quelque chose qui nous inquiète. OK, c'est bon, c'est très bien résumé. Merci. Puis, parmi les autres médicaments anti-crise, on aurait notamment la phénitoïne, le pérampanel, le cénobamat, mais là, on s'en va loin, là, les tosuximil, le gabapentin. On pourrait continuer comme ça avec 3 autres épisodes. Donc, je pense que ça met bien la table sur ce qu'est l'épilepsie. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs médicaments. On peut les utiliser seuls ou combinés selon l'évolution, le type de notre patient, etc. Puis, ce que je retiens aussi, on n'en a pas parlé précisément, mais en fond, si ça ne fonctionne pas, on tombe sur une épilepsie réfractaire, c'est-à-dire si on a utilisé au moins 2 anticonvulsivants, justement, comme tu dis, à dose efficace, etc., à une durée qu'on a parlé tantôt, qu'on pourrait considérer comme un essai thérapeutique. Donc, on a quand même d'autres options et on va pouvoir en parler dans la deuxième partie, notamment la diète cétogène, les options chirurgicales et les options de neuromodulation. Donc, on se rejoint pour la partie 2. Merci!